les internautes, ce soir je me retrouve à un rassemblement de femmes de policiers en colère. On va les interroger pour savoir quelles sont les difficultés que rencontrent leurs maris au quotidien dans l'exercice de leur travail, mais surtout pour essayer de savoir ce qu'ils pensent des Gilets jaunes et si l'union serait un jour possible, on l'espère. C'est Thibaut pour le Média pour tous, allez c'est parti. En fait, on veut pas qu'ils filment eux. C'est toi qui décides de ça? C'est un 2-3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France sous une monarchie. Viens de dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Français, mais j'en dis rien. Vive la France, ouais. Vous ne sommes pas sionistes. Nous on est là, on est chaud. Kendrick have Ah yeah. Toujours chaud. Mais c'est quelle chaîne? Il faut nous ramener le soleil, nous c'est le Média pour tous. On est ensemble alors. On est ensemble. Le Média pour tous, on est ensemble. On est ensemble. C'est moi qui fais l'interview. Alors, aujourd'hui, vas-y. vous êtes là pour quelle raison? Je vois qu'il fait froid. Le temps n'est pas favorable pour un tournage, mais je vois que vous êtes... Oh shit, comment? Oh shit. Oh là là, bon. On va tourner parce que lui, c'est une star dans son pays. C'est une star. Et c'est quoi son pays? Quoi? Son pays, c'est les États-Unis. Ah, t'es américain? Wow, you're an American? No. No, absolutely not. Okay, so that's great. Qu'est-ce qui vous a convaincu de venir là ce soir? On fait partie de l'association des femmes des forces de l'ordre en colère. D'accord. Parce que nous, on veut vivre dans un pays où la police est respectée et peut faire son travail dans de bonnes conditions. Et on respecte les lois et la police, simplement. Et on trouve ça écœurant qu'ils se fassent agresser et qu'ils soient dans un état pareil et qu'il y ait autant de suicides dans leur rang. On est 6 associations qui avons décidé de se réunir et de se regrouper pour lutter contre les suicides dans la police nationale. En 2019, on en est à 18 suicides dans la police nationale, ce qui est considérable. Juste pour vous donner un ordre d'idée, en 2018, il y a eu 36 policiers nationaux qui sont suicidés. Là, on n'en est qu'à 3 mois de 2019. Donc c'est un nombre énorme. Et aujourd'hui, on se rend compte que nos hautes instances, nos dirigeants, la justice pénale, la haute administration, s'en fichent complètement de cette situation. C'est une souffrance professionnelle déjà, c'est une souffrance personnelle, mais à un point que les gens ne peuvent imaginer. Parce qu'il ne faut pas croire, on est devenu gardien pour aider les gens et non être contre les gens. Il faut bien que les gens comprennent qu'on n'est pas contre eux. Peu importe le mouvement, peu importe leur orientation, peu importe tout, on est là pour eux. À mon grand étonnement, je suis surprise entre le moment où je suis rentrée dans la police et maintenant, que des collègues, même si on a très très peu, on commence à dire notre souffrance. On commence à la dire parce que c'est viscéral en fait. Je pense qu'au nombre catastrophique de personnes qui ont décidé d'en finir, rien que ça devrait déjà faire tiquer tout le monde, jusqu'aux hautes sphères politiques. Mais vulgairement parlant, on n'est que des matricules. Les Gilets jaunes ont envie de pouvoir s'exprimer sans répression. Et je suis d'accord là-dessus parce que je ne suis pas pour la répression forte. Mais ils ne peuvent pas en vouloir aux policiers. Et même s'il peut y avoir peut-être parfois des actes un peu violents, il y a de la violence en face et la police doit se protéger aussi elle-même. Ils ne peuvent pas accepter les pavés et les acides et tout ce que vous voulez sans non plus broncher. Les policiers sont des gilets jaunes aussi. Ils ne gagnent pas des 1000 et des 100. Et pour être traités comme ils le sont, moi je vis sur une ville de Longjumeau où il y a le trafic de drogue en haut, je peux vous dire qu'ils montent. Quand nos pompiers, parce qu'il n'y a pas que les forces de l'ordre, nos pompiers se font caillasser. Nos pompiers ne peuvent pas monter en intervention sans que la police municipale ou nationale accompagne. Alors quand vous vivez ce genre de choses, moi je dis il faut arrêter. Il faut arrêter. Citoyens, qu'on respecte la loi et qu'on ne commet rien de grave, on aime notre police, on est contente de les avoir. Parce que c'est nous qui subissons les violences et les agressions. Donc si vous voulez, on ne peut pas en vouloir à la police. Ceux qui en veulent à la police, souvent, c'est ceux justement qui commettent des infractions. Justement, puisqu'il y a ces mêmes revendications qui sont portées par les Gilets jaunes qui sont aussi entendues parmi un grand nombre de policiers. À quel moment est-ce qu'on pourrait espérer que le policier devienne finalement citoyen à part entière et qu'il y ait une union possible avec le mouvement des Gilets jaunes? Dans les rassemblements Gilets jaunes, on a des policiers qui sont en civil. Par contre, il ne faut pas s'attendre à ce qu'un policier en tenue vienne, comme on a pu l'entendre à plusieurs reprises, demander à baisser le casque. On a eu un 1er décembre extrêmement violent, où on a reçu tout et n'importe quoi sur la figure. À aucun moment on peut se dire je vais baisser le casque et risquer ma vie.
C'est peut-être malheureux d'en arriver là, mais on peut pas. Aucun collègue va se dire je vais retirer mon casque au risque d'être blessé ou quoi que ce soit. Nous, on couvre beaucoup les manifestations. On a vu quand même des blessures. Il y a eu le rapport de l'ONU qui est récent, qui a corroboré ça, qui montre quand même qu'il y a une proportion à utiliser la violence au sein des cortèges de la part de certains collègues. Est-ce que vous condamnez ça? Est-ce que c'est compréhensible? À quoi c'est dû? C'est ça qui nous intéresse en fait. La proportionnalité des armes qu'on a, elles sont tout à fait proportionnelles. On regarde en face qu'est-ce qu'on prend dans le visage. On prend des cocktails Molotov, on prend de l'acide, on prend des pavés de 2 kilos, c'est le poids d'un chat qu'on se prend au visage. Sans casque, c'est mortel. Derrière, on utilise quoi? On utilise des grenades. Une grenade, elle est au sol. Si elle est au sol, on la ramasse pas. Quand il y a des ordres qu'on dit on doit absolument faire évacuer telle zone, il y a les sommations qui sont faites au préalable par les autorités. Les gens, s'ils partent pas, ils savent quelque part qu'ils se mettent en danger. Les policiers, ils ont un métier, ils peuvent pas non plus arrêter de bosser et perdre leur boulot. Ils ont une famille à faire vivre et c'est ça qui est compliqué. Et il faudrait que les gilets jaunes, justement, le tolèrent et le comprennent. Et c'est pas parce que de temps en temps il y a de la violence et qu'il y a un coup donné et que malheureusement il y a des blessés graves qu'il faut en vouloir à la terre entière et à tous les policiers et qu'il faut se mettre aussi à la place que dans certaines conditions, dans certaines circonstances, il y a des coups qui partent, il n'y a pas la volonté de tuer ou de blesser en face. Mais ça se passe comme ça parce que malheureusement il y a il y a des choses qui montent en pression et qui montent en violence. Donc on peut pas accuser des gens comme ça et généraliser et vouloir aller tuer du flic ou aller vouloir tuer la famille des flics ou violer leurs femmes. C'est pas la solution. Il y a des psychopathes qui ont traqué mes gamins et pris des photos de mes gamins à l'école parce que je suis flic. Donc on va très loin quoi. 4 ans et 11 ans. Donc ça fait 7 mois que je suis en procédure contre la personne et rien ne bouge. D'accord. Donc il n'y a pas de suivi du tout au niveau de la justice par rapport à ces menaces-là? Que dalle. Quand on dit par des rapports, par des preuves qu'on est traqué, qu'on est menacé de mort, et pas qu'une fois, elle va même jusqu'à m'envoyer des SMS en me disant « T'es peut-être flic, mais moi j'ai des cartouches et on est nombreux à vouloir te les mettre. » Et ça, je l'ai présenté ça à ma hiérarchie, à la haute hiérarchie, à machin. Oui, mais bon, on ne le fera pas. Ah bon? Un SMS, 2 SMS. J'en suis à 6000 SMS. Et rien n'est fait. Il y a une différence de traitement justement entre la hiérarchie policière, les avantages sociaux qu'ils ont, les difficultés qu'ils rencontrent et le policier de terrain. Il y a une différence de traitement? Je peux pas te le dire. On apprend qu'il y a de grandes difficultés qui touchent la police nationale à l'heure actuelle. Ça consiste en quoi? C'est des difficultés hiérarchiques au niveau du matériel? Ça va aller de la difficulté d'avoir une vie sociale correcte en ayant un samedi-dimanche de repos toutes les 6 semaines. Ça va aller de la pression hiérarchique avec la politique du chiffre, à tout prix aller faire ce qu'on appelle des bâtons, c'est-à-dire préfère qu'on mette un PV pour un excès de vitesse léger entre guillemets, ou pour une ceinture de sécurité plutôt que d'aller faire un trafiquant de drogue parce que ça va nous prendre plus de temps à traiter. Le problème c'est que nous on n'est pas rentrés pour ça. Quand vous êtes policier, vous rentrez par vocation dans la police nationale. Quelle est votre vocation? C'est de protéger et secourir votre prochain, votre concitoyen. Et assurer aussi bien l'intégrité des institutions, mais aussi leur sécurité, l'ordre public, etc. Donc effectivement, il y a aussi la question de l'usage de la force. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez en police nationale? Vous vous dites, bête et méchant, je vais arrêter les méchants voleurs, les méchants violeurs, les méchants criminels, et ça va être mon job. Et je vais pouvoir aider des victimes. Ça, c'est la base. Sauf que, quand vous chopez le même mec 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois, et qu'il n'y a toujours pas de poursuite pénale contre cet individu, et qui ressort, et qui vous nargue, et qui a un sentiment d'impunité, ça les désespère. Il y a un gros souci aussi sur tout ce qui est anonymisation des procédures. C'est-à-dire que là maintenant sur un dépôt de plainte, la personne va avoir mon nom, mon prénom. Donc avec quelques recherches un peu poussées, facilement l'adresse. Et alors que depuis quelques années maintenant, on a ce qu'on appelle un numéro RIO qu'on demande à mettre en place sur toutes les procédures. C'est aussi l'image qu'on veut renvoyer aux gens. Et c'est les gens qui viennent pour quelconque raison, pour un dépôt de plainte, pour n'importe quelle raison. Quand on rentre dans un commissariat qui tombe en ruine, c'est l'image de la France qu'on prend un coup aussi. Et quand on voit certains véhicules dans lesquels on roule, des véhicules qui sont réformés de la gendarmerie, réformés de la pénitentiaire, qu'on permet de continuer à rouler avec, c'est aussi ce ras-le-bol-là et on en est à avoir du matériel qui donne une mauvaise image de la France. On vous remercie tous infiniment d'être présents ce soir sur le Trocadéro.
Vous savez tous pour quelles raisons on s'est réunis. Depuis le 1er janvier 2019, on est déjà à 18 policiers qui se sont suicidés. Maintenant, je crois qu'il faut vraiment passer à la vitesse supérieure et montrer notre colère, faire en sorte que le message passe directement et que les associations aussi puissent s'exprimer auprès du ministère de l'Intérieur, être reçues par monsieur le ministre Christophe Castaner pour qu'on puisse lui dire le vrai ras-le-bol de la police, pour que l'hécatombe s'arrête. On a 6 associations qui se sont créées pour dire stop au malaise policier, stop au suicide. Je connais pas beaucoup de professions, on a des associations de femmes d'eux, des associations qui se créent de collègues pour se mobiliser, pour récupérer des collègues en détresse, parce que toutes ces associations-là sont là ce soir, et elles se sont créées parce qu'il y avait un manque. Donc comme vous le savez, je ne suis pas collègue, je suis femme d'eux. J'ai répondu de suite à l'appel d'Isa, évidemment, parce que on en a un petit peu marre de compter les veuves, de compter les orphelins. Donc c'était une évidence pour nous de s'associer à ces autres assos, du coup, et de faire un travail commun pour essayer de dénoncer ce fléau. Une dernière fois, j'insiste notamment au niveau de la presse qui nous a interviewés cet après-midi et ce soir encore, cette mobilisation du 12 mars, ce n'est qu'un début, c'est-à-dire qu'on a fermement l'intention de poursuivre cette mobilisation. Il ne s'agit pas juste de se rassembler au Trocadéro, de rejoindre Invalides, de rentrer à la maison et d'attendre que les choses se fassent. Il est très clair qu'aujourd'hui, on a vraiment décidé de lancer une vraie opération pour que les choses soient vraiment prises en compte. Donc c'est qu'un début le 12 mars. C'est pas une marche et on rentre à la maison. C'est un début. Et j'espère sincèrement que le ministre de l'Intérieur a entendu la voix de toutes les associations présentes et j'espère vraiment que d'autres associations vont venir nous rejoindre, que les syndicats vont entendre également l'appel. Je suis un mec qui a tout le temps bossé, beaucoup travaillé, bourlingué pas mal, avec de l'expérience, une richesse dans l'expérience. Et je me suis fait, parce que j'ai suscité de la jalousie, j'étais dans un positionnement un petit peu trop haut en tant que commandant de police, et ça a gêné quelques commissaires qui, au départ de l'ancien directeur, m'ont massacré. Ils m'ont carrément mis en voie de placard, mais après une année, ils m'ont tout fait, quoi. Donc de manière totalement absurde. Et à travers ce cas-là, sur 2 chapitres, je ruisselle donc sur les problématiques de la police. Voilà. Et ça justement, ça m'intéresse parce qu'on entend beaucoup parler de la fracture entre policiers de terrain, du quotidien, etc. et les commissaires. Est-ce que c'est une fracture existante, constatable ? Oui, surtout quand elle agit de cette façon. On a une hiérarchie qui s'est peu à peu éloignée des autres corps, et notamment du corps des gardiens, brigadiers chefs. Et c'est lamentable. On est victime d'un pyramidage hiérarchique. Enfin, pas moi, puisque moi je suis commandant, mais avant j'étais beaucoup plus proche de mes mecs. Parce que je participe aux enquêtes, j'ai dirigé tout ça. Alors que maintenant, dans le repyramidage, tout ce travail est fait par le corps on appelle ça des ACMA, donc le corps des gardiens, des brigadiers, tout ça. Et au-dessus d'eux, ils ont des officiers qui avant étaient avec eux et qui maintenant les managent, les surveillent, veillent à ce que les consignes soient bien appliquées. Donc ça distend les liens, et tout ça dans un but unique, c'est de protéger le haut de la pyramide. C'est-à-dire que de façon à ce que les consignes soient bien adaptées, qu'ils ne subissent aucun risque, de façon à ce qu'ils n'aient rien à se reprocher. Et ça se fait au détriment des gens de la population, parce que ça joue sur les enquêtes. Toutes ces contraintes, on ne s'en rend pas compte, mais on ne fait plus de police. On ne fait plus de police. La police d'investigation est en train de mourir petit à petit. Ce qui est amusant sur l'IGPN, c'est que normalement la France a signé un traité européen, le Code éthique de police européen, en 2001, qui est applicable quand un nouveau code de déontologie est pris dans chaque pays signataire, donc en France en 2014, qui interdit à la police d'enquêter sur la police. Et donc je veux dire, pour les raisons évidentes d'opacité et de problèmes qui ne sont ni satisfaisantes pour nous policiers, ni pour les gens autour. Les seuls gens qui sont satisfaits, c'est notre haute hiérarchie et les politiques. Donc au bout d'un moment, on aimerait bien que cet organisme saute et qu'il y ait un contrôle indépendant des policiers.
Il y a quand même une solidarité, je pense, au niveau de la police, d'après ce qu'on entend par rapport aux souffrances de la police et de ce qu'on a entendu ce soir aussi. Mais également dans le contact au quotidien avec les policiers sur les actions ou sur les ronds-points, par exemple, il y a une solidarité, je trouve, qui se forme entre gilets jaunes et policiers. Qu'est-ce qui empêche finalement cette union sacrée, sachant qu'il y a peut-être un ennemi commun au bout ? Du moins un responsable commun. Alors solidarité, ça va dépendre. Au début, il y avait une solidarité où il y avait même des policiers qui hors service mettaient un gilet jaune et manifestaient comme des citoyens lambda. Et au fur et à mesure où on avance, il y a aussi une certaine cassure entre gilets jaunes, enfin les personnes qui se revendiquent comme gilets jaunes et policiers, parce que justement on est pointé du doigt comme chien de l'État, comme défenseur d'un pouvoir qui est autoritaire, qui est satanique, ou d'autres adjectifs qui vont avec. Et donc du coup c'est vrai que les gens ont tendance à généraliser, ce sont dans les deux sens. Si un policier fait une bavure, du coup les gens vont dire c'est de la police, c'est des ripoux. Inversement, si des gilets jaunes vont agresser des policiers, ils vont pareil dans le même sens, ce sont les êtres humains, ils vont aussi généraliser. Donc du coup on a peut-être ces temps-ci un peu moins de soutien qu'il y a entre les gilets jaunes et la police. Mais je pense que la seule solution, c'est vraiment renouveler le dialogue entre toutes ces personnes-là, entre les policiers, la population et surtout les pouvoirs politiques. Et aussi les médias qui ont un rôle important de vraiment donner l'information dans les deux sens. C'est noté. Qu'est-ce qui diffère en France par rapport au reste de l'Europe sur les techniques de maintien de l'ordre ? Qu'est-ce qui est spécifique à la France en termes de maintien de l'ordre ? Chaque pays a ses spécificités. Après, nous, on aimerait bien savoir prendre des modèles sur d'autres pays où le maintien de l'ordre nous semble mieux pour tout le monde, à la fois pour les policiers et pour les manifestants. C'est-à-dire qu'en France, on a plutôt une escalade de la violence, avec des méthodes d'aller au contact, d'utiliser de façon offensive des armes qui devraient être des armes défensives, de nasser les manifestations. Mais à chaque fois, ce qu'il faut savoir, c'est que nos collègues sur le terrain ne peuvent pas agir d'initiative, n'ont pas la vision d'ensemble. Donc à chaque fois, on dit « mais vous refusez les ordres qui sont illégaux ». Les collègues sur le terrain sont obligés de faire confiance à la salle de commandement. Qui leur dit c'est comme ça, en face là vous avez des délinquants, là vous avez des criminels, non il y a une porte de sortie là, sur la place de l'Étoile par exemple à Paris, alors qu'il n'y en a pas, enfin que des choses comme ça, donc on doit faire confiance. Après le jour où on nous dit vous êtes fait enfler tellement de fois, peut-être que la fois suivante vous allez refuser. Il se trouve que c'est la seule fois où ce sera peut-être le moment où il y aura vraiment des gens dangereux en face de nous et que si on ne le fait pas, on sera sanctionné. Il y a eu des exactions. Alors, oui, il y a aussi des abrutis chez nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Maintenant, on voit bien qu'ils sont couverts. Voilà. Mais c'est unique quand même dans l'histoire de France. Couverts, c'est-à-dire ? Ils sont couverts. On voit bien que... On leur a pas dit allez-y, tirez-leur dans la tête, mais enfin, on a dû leur faire comprendre que ils pouvaient y aller. Il fallait interpeller, il fallait y aller, quoi. Alors, ça ne se fait pas dans les violences urbaines, dans les cités. Par contre, ça s'est fait au niveau des gilets jaunes. Ce sont des actes qui posent question. Voilà. Bon, c'est unique quand même dans l'histoire de France. Moi, j'ai jamais vu ça en 35 ans de police. Jamais. Jamais. Qu'on soit clair, il n'y a pas de volonté, en tout cas spécifique du gouvernement, de souhaiter que ces groupes de casseurs prospèrent sur les manifestations. C'est pas le cas. Ah, j'ai entendu des histoires comme ça où justement on a même vu des vidéos où on voit des policiers avec des armes, des marteaux, tout ça. Juste pour que les choses soient claires, les vidéos qu'on peut voir, ce sont des saisies. Bien souvent, j'ai vu une vidéo qui tournait, c'était un policier qui se baladait avec un marteau et on l'a assimilé à un casseur parce qu'en plus il était habillé en tenue entre guillemets paramilitaire. Faut savoir qu'aussi c'est une technique policière, c'est aussi vieux que le monde. Les Romains se déguisaient en barbares pour pouvoir intégrer les villages et pour pouvoir faire du renseignement, voir qui étaient les personnes qu'il fallait rapidement identifier et écarter. Là c'est le même principe. Donc du coup on a des policiers qui sont civils, qui sont habillés un peu comme des casseurs et qui ont pour fonction et comme mission d'identifier les vrais casseurs des gilets jaunes. Donc par la suite, quand ils ont réussi à les identifier, ils les interpellent et après quand on voit justement ces policiers avec des armes, ce ne sont pas leurs armes perso personnellement, ce sont les armes qui ont été saisies et qui sont par la suite intégrées à la procédure en scellé. Est-ce qu'il n'y a pas une connivence entre ces casseurs d'extrême gauche et une partie de la police profonde ? Les Black Blocs, bien sûr, parce que les Black Blocs, vous les avez vus, ils étaient devant. Aucune intervention, ni de la police, ni rien. Ils ont eu mot d'ordre de ne pas bouger, de les laisser faire. Quand par exemple, on est dans des
on tracte ou des choses comme ça. Ça fait des années, c'est déjà de temps de Sarkozy. Et ben quand on appelle le commissariat qui est à côté, par exemple le commissariat de, je vais le citer, de Place d'Italie, on est juste à côté, on est sur la Place d'Italie, le commissariat de Place d'Italie là à côté, il ne se déplace pas, les gens sont en train de se faire violenter. Et c'est des antifas qui ont attaqué, des personnes âgées. Ils ne se déplacent pas. Une jeune fille, elle a reçu des tracts, la personne a pris les tracts, elle les a brûlés, les a lancés sur elle, mais la police ne s'est pas déplacée du commissariat du 13e. Il a fallu que nous, on se déplace, mais on a été mal vus parce qu'on demandait à ce qu'il fasse un procès verbal, à ce qu'il visionne les caméras. De toute façon, toutes les plaintes n'ont jamais abouti. Arrivé au procureur, parquet du procureur, affaire classée. Et ça date de Sarkozy, depuis qu'il a retiré les renseignements généraux. On a laissé faire les casseurs. Ah bah oui, ça fait 40 ans qu'on laisse faire les casseurs. Hein. Ça, moi, j'ai les Black Blocs, il y en a qui ont été interpellés parmi les Black Blocs, je ne sais pas. La presse n'en a pas parlé en tout cas. Donc, manifestement, on ne cherche pas à les interpeller eux. On va sur des manifestants qui se font attraper, certainement au prix de... c'est plutôt des cas isolés quelquefois. Hein. Bon voilà, j'ai pas la sociologie et la typologie de l'ensemble des casseurs et des gens qui ont été interpellés, mais il me semble pas qu'il y ait eu beaucoup de gens de mouvements très radicaux organisés. Alors, est-ce que on a un problème de renseignement et de police pure à ce niveau-là? C'est possible, mais en tout cas manifestement, politiquement, on n'ose pas s'y attaquer, ça c'est sûr. Citoyen, lève-toi, la police a besoin de toi. Citoyen, lève-toi, la police a besoin de toi. Il y a des choses que un citoyen lambda, entre guillemets, ne connaît pas, et c'est normal qu'il ne le connaisse pas parce qu'il n'a pas vocation à aller faire les services de sécurité de la police nationale. Mais en comprenant un petit peu mieux leur travail, on arrive un peu mieux à comprendre la complexité que peut représenter une manifestation et que oui, l'usage de la force est parfois nécessaire et que non, c'est pas une partie de plaisir pour nos forces de l'ordre, clairement pas. Je suis présidente d'une association d'aide aux victimes devant les tribunaux, donc les commissariats, j'en ai aussi besoin pour pas mal de choses pour les victimes. Et je me suis retrouvée dans une réunion, on m'avait invitée dernièrement dans le 11e. Je me suis retrouvée avec des antifas et je les ai entendus parler. Ils m'ont choquée, je n'ai rien dit parce que j'ai juste dit, à plusieurs reprises, on nous a dit « Gilet jaune, il n'a pas de maître ». Il n'y a pas de responsable et gilet jaune, pas de politique. Mais là, j'ai entendu, samedi, on va casser des fascistes. Ils voulaient vraiment violenter les fachos. Le groupe de sécurité, je les ai entendus. Donc j'étais choquée, je leur répétais sans cesse, il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de politique. Mais des jeunes, en plus des très très jeunes, ils étaient vraiment le samedi, ils partaient pour donc casser des magasins, brûler des voitures. Voilà, c'est leur mot. C'est leur mot. Et vous pouvez discuter avec eux, vous n'y arriverez à rien. Ils sont comme ça. Donc c'est des gens malheureusement qui boivent beaucoup. Ils prennent des produits stupéfiants beaucoup. Et après, ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils font. À ces moments-là, si vous les rencontrez dans les manifestations, vous leur dites qu'il ne faut pas faire ceci, faire cela. Et on leur disait qu'ils allaient brûler une voiture. C'était un gars qui manifestait, un avocat. La voiture appartenait à un avocat. On leur a dit, écoutez, on est devant la voiture, elle appartient à un avocat. Il est en train de manifester à l'Arc de Triomphe avec d'autres gilets jaunes. Ne touchez pas. Si nous n'avions pas été là, ils allaient brûler la voiture d'un avocat, gilet jaune. Ils en ont rien à foutre, c'est comme ça. Ils l'ont dit. Pour eux, de toute façon, il faut casser, voilà. Il faut vraiment qu'on soit unis, un pour tous, tous pour un. Arrêtez le tous ensemble, c'est un Frankenstein. Est-ce que vous comprenez quand même? Alors, il faut quand même... je suis un pro de la communication, je suis peut-être un peu fou, je joue au loup, ça s'appelle une caricature, le sarcasme, l'ironie. Réapprenez tout ça, quittez Facebook, quittez Instagram et remettez-vous à lire, avoir l'humour, regardez Les Inconnus, un pour tous, tous pour un. Je me bats là-dessus, quoi. Au lieu de dire tout le monde déteste la police, dites je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Là, c'est pacifique, c'est efficace. Vous mettez tout le sens que vous voulez derrière. La police, la politesse n'est pas faite pour les chiens, qu'on soit bien clair. C'est pour ça que je joue au loup, parce qu'il en a marre de crier au loup, au loup, au loup. À force de crier au loup, vous ne voyez plus où est-ce qu'il est. Il est au-dessus de notre tête. Beaucoup de gilets jaunes sont avec la police. Maintenant, ceux qui font des scandales, on sait qui c'est. C'est la milice privée de Benalla.
Non, les gens qui se rendent contre la police, en général, moi j'ai discuté avec eux et tout, je leur ai demandé du pourquoi. C'est les gens qui sont antifa. Voilà, antifa, anti-société, c'est eux qui scandent contre la police. Voilà, pour eux, la police ne devrait pas exister. Voilà. Et en tous les cas, nous, on est là, Gilets jaunes, pour justement se mobiliser avec la police, parce qu'on trouve que de plus en plus de personnes se suicident, et c'est pas normal, il y en a autant comme ça. Je pense qu'ils ne supportent plus les ordres. Ils n'arrivent plus à supporter les ordres, ils n'arrivent plus à supporter les images qu'ils voient. Moi je veux bien qu'on nous soutienne sur Twitter, mais après dans les faits, nos collègues sur les dernières manifestations, certains ont eu une barre de granny et une bouteille d'eau pour tout dîner et repas sur la journée. Certains ont fait des vacations de plus de 20 heures, n'ont pas eu de pause, ont dû se pisser dessus parce qu'ils n'avaient pas de pause et on leur dit non mais c'est normal, on ne peut pas vous relever. Donc à partir de là, non, c'est pas normal, on est des êtres humains, donc il y a des choses qui ne sont pas admissibles. Donc si on nous soutient sur Twitter, c'est bien, dans la vraie vie, c'est mieux. Ça fait toujours plaisir de se dire oui, il y a quelqu'un qui nous soutient, nos politiques nous soutiennent. Après, on a eu une pseudo-intersyndicale avec les 3 gros syndicats au mois de décembre, avec 40 € d'obtenus. Et alors, quand on dit 40 €, je vais être pris tout de suite par les syndicats, je le vois d'ici, donc c'est 120 € s'ils préfèrent, mais divisé en 3 fois. Ouais, mais 120 € par mois, mais ma vie vaut pas 120 € par mois. Je préfère largement, et beaucoup de collègues, on est pareil, on préfère largement avoir un matériel, du matos qui soit dans meilleur état, que nos heures supplémentaires soient payées. Ça va très vite, des heures supplémentaires, parce que quand vous allez faire une interpellation sur un individu violent, ça peut se cumuler à 1 heure, 2 heures, 3 heures, et puis de toute façon, elle ne sera pas prise après. Donc en fait, oui, elles ne sont pas payées. On considère qu'ils vont avoir la possibilité de les récupérer sur un temps de repos, mais ce n'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs, donc il y a des rappels. Donc en fait, vous ne les aurez jamais, ces heures supplémentaires, en repos ou en payé. Donc elle est là aussi cette problématique, il y a de l'épuisement moral, il y a de l'épuisement physique. Donc aujourd'hui on est dans une situation où on est engouffré, il n'y a aucun suivi social ni psychologique pour nos policiers nationaux. Si, des cellules de crise qui sont ouvertes quand il y a un suicide. Ouais, une journée. C'est ça un suivi psychologique pour nos forces de l'ordre qui côtoient la mort et les plus grands drames de la vie humaine tous les jours. Parce que quand on fait 15 heures une vacation de 20 heures, ça fait minimum 9 heures d'heures sup. Je veux dire, on fait ça 2 week-ends, les 300 € on les touche quoi. Donc à partir de là, juste payer notre travail, ça aurait suffi. Je rappelle pour un titre indicatif, nous avons 1300 ans d'heures sup accumulées, 13 siècles. 13 siècles d'heures supplémentaires accumulés dans toute la police nationale. Donc je veux dire, moi je veux bien qu'ils payent juste notre travail, ils auraient été contents. Donc là les gens ils se sont dit, les collègues se sont sentis insultés, on a dit, on n'est pas vos larbins, quoi. On fait pas le trottoir pour vous grosso modo.